Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Je suis déjà très mal à l'aise avec le canevas du 10 minutes. On le sait, on peut parler 10 minutes, on pourra en parler 40. Ça devient très difficile parfois de se contenir dans un cadre. Le cadre nous oblige aussi à poser de nombreux raccourcis, comme l'ont dit les collègues lors du premier panel, à un point tel que ma première partie va être peut-être simpliste, sociologie de l'éducation 101. Là. Alors, vous allez m'excuser pour cela, mais je croyais que c'était quand même nécessaire de rappeler un certain nombre d'idées quand même clés de la sociologie de l'éducation pour en venir à mon sujet, qui va traiter des inégalités de parcours des jeunes, mais réellement du point de vue de l'analyse des processus de sélection scolaire et des dispositifs d'orientation scolaire et professionnelle, principalement le dispositif mis en place au sein du système scolaire lui-même. Alors, plus spécifiquement, l'idée clé, et je vais l'aborder sous la perspective de la justice sociale en m'appuyant sur les travaux d'Amartya Sen, qui est un économiste, prix Nobel de la paix quand même largement reconnu. Et on va voir comment on pourrait s'inspirer de l'approche par les capacités de Sen pour faire une analyse du dispositif d'OSP. Alors, je vais partir avec l'idée clé qui est à savoir que les dispositifs d'orientation scolaire et professionnelle peuvent contribuer à atténuer ou à creuser les inégalités en fonction des ressources qu'ils mettent à la disposition des individus, mais aussi à la capacité réelle qu'ont les individus de s'en saisir effectivement. C'est là que Sen nous est utile. C'est pas tout de se poser la question à savoir est-ce que les ressources sont là, est-ce que les services sont disponibles, mais aussi prendre en compte vraiment le contexte de chaque individu pour réellement être capable de voir dans quelle mesure est-ce que les politiques et les services qui sont mis en place permettent des choix scolaires et professionnels qu'on va appeler ici librement consentis. On sait qu'on n'est pas dans une marge de liberté totale, mais on peut quand même avoir des valeurs, à savoir qu'on souhaiterait que tous les jeunes aient la capacité à faire des choix d'orientation qui correspondent à leurs aspirations, et ce, en prenant en compte leur contexte et leur marge de manœuvre effective. Alors, c'est l'idée que je développerai dans cette présentation. Avant d'y venir, je dois faire le petit détour par deux idées clés de la sociologie de l'éducation. Le premier concerne la méritocratie. Alors, j'y reviens parce que, en dépit du fait qu'on sait très bien que l'idée du mérite scolaire est largement contestée, mais malgré tout, dans le sens commun, on tend quand même à fonctionner selon l'idée que le mérite, c'est la mesure de l'effort et que le mérite est les résultats scolaires sont vraiment le fruit des résultats de l'effort qui mettra chaque élève. Alors, ce que je veux rappeler ici, effectivement, c'est que les inégalités scolaires ne sont pas le simple résultat d'une compétition parfaite, où les élèves seraient dans des égales dispositions pour réaliser cette compétition-là et que le mérite, leur résultat, n'est donc pas une marque objective de leurs aptitudes réelles. Alors, et les élèves vont donc varier en fonction à la fois de leurs origines sociales variées, et aussi de leur préparation inégale et aussi le soutien inégal par rapport à leur accompagnement scolaire tout au long de leur scolarité. Donc, il y a donc des facteurs qui sont préexistants à l'école, qui se jouent beaucoup dans la sphère familiale, qui entrent en ligne de compte aussi pour expliquer les inégalités de réussite au sein du système scolaire. Le système scolaire lui-même, par contre, va contribuer à accentuer les inégalités à travers notamment le curriculum, les pratiques pédagogiques, ses modalités de fonctionnement, notamment de sélection, dont une idée sur laquelle je reviendrai. L'autre idée qui est extrêmement banale, mais que je tiens à rappeler, c'est l'idée selon laquelle les inégalités scolaires peuvent mener à des inégalités sociales. Alors, c'est ici le fameux rapport, finalement, un peu entre formation-emploi éventuellement. Et là aussi, je veux insister sur le fait que rien de ça va de soi. À l'effet qu'un élève qui réussit bien à l'école, on peut s'attendre qu'il mérite de bien réussir dans la sphère scolaire et professionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est de voir tout le processus qui va conduire effectivement tout au long du parcours du jeune à classer les forts et les faibles, et à travers ces mécanismes de sélection, à faire en sorte que certains auront une voie qui vont les conduire vers les meilleures opportunités. Ce faisant, certains verront progressivement, tout au long de leur scolarité, certaines portes se fermer. Et donc, pour eux, l'orientation se fera principalement par la négative, c'est-à-dire on choisit ce qui reste. Bon. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir déjà ces inégalités-là de base à l'esprit lorsqu'on parle du dispositif d'orientation scolaire et professionnelle.
Donc, un autre élément qui s'ajoute à ça, c'est le fait que, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, dans la société du savoir, la compétition sociale se joue de plus en plus sur les diplômes, et les sociétés, à cet égard-là, varient en ce qui concerne ce qu'on peut appeler l'emprise du diplôme. À savoir, finalement, dans quelle mesure est-ce que le diplôme joue réellement sur le destin social des individus. Donc, nous, on mène notamment une recherche comparative internationale sur les dispositifs d'orientation scolaire et professionnelle, et c'est donc un élément qu'on doit garder à l'esprit, à savoir jusqu'où cette emprise du diplôme-là a un impact là, sur la manière dont on aborde l'orientation dans les différents contextes nationaux. Passons maintenant à certains exemples. Je vais aborder ce qu'on peut appeler la boîte noire, là, si on se place vraiment du côté du système scolaire et en concentrant vraiment le regard sur le processus de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Je vais donner quelques exemples qui vont permettre de voir un peu comment ça peut se construire de manière assez précoce dans le parcours. Prenons dans le cas du Québec, sans que ce soit une sélection pour tout le monde dans le système, le fait que le système scolaire permet quand même de nombreux choix, notamment à travers des options de plus en plus généralisées au sein du système scolaire, à travers différents programmes particuliers, des programmes qui sont considérés enrichis et qui vont opérer une sélection à l'entrée pour ces programmes-là. Donc, c'est un exemple quand même qui amène les élèves, aussitôt que la 6e année, à passer des tests de sélection pour être admis dans un programme ou dans un autre. Ça ne veut pas dire que le choix du programme aura nécessairement une conséquence importante sur le fait d'accéder ou non à des options au moment du post-secondaire, mais c'est quand même un contexte qui place les élèves dans un contexte d'apprentissage qui est très différencié. Et donc, il faut le prendre en compte lorsqu'on s'intéresse à l'orientation. Et donc, même si tous les élèves, en principe, ont accès à ces programmes-là, qui sont en grande partie offerts au sein même du système public, il faut dire que, d'une part, les élèves doivent avoir le dossier scolaire, donc d'avoir les notes pour y être admis, ils doivent réussir le test d'admission. Pour ça, il y a certains élèves qui sont très bien préparés, qui sont coachés et qui arrivent à bien performer lors de ces évaluations-là. Et donc, ce processus-là témoigne à la fois des connaissances des familles, encore là dans l'accompagnement de leurs enfants, et de leur capacité finalement à comprendre les règles de fonctionnement du quasi-marché scolaire, finalement, afin d'être déjà dans un premier temps, d'être capable de déceler où sont les meilleures opportunités et d'être capable déjà de faire des choix qui sont les plus profitables pour leurs enfants. À cet égard-là, tous les enfants ne bénéficient pas des mêmes ressources et certains se contenteront tout simplement de fréquenter l'école de quartier la plus proche, sans nécessairement faire une exploration approfondie de toutes les offres qui peuvent s'offrir à l'échelle régionale. Donc, encore ici, il ne s'agit pas seulement de réussir l'examen pour y être admis, encore faut-il décoder le marché pour être capable de voir où sont les meilleures opportunités. Plus strictement, en ce qui concerne l'orientation, le premier palier d'orientation au sein du système scolaire survient en secondaire 3, alors que les jeunes doivent choisir une séquence mathématique au secondaire. Il y a 3 séquences mathématiques qui sont proposées. Et là, je vais citer le MELS à ce sujet-là. Alors, on dit que le choix doit correspondre le mieux possible aux aspirations du jeune, de l'élève, à ses champs d'intérêt et à ses aptitudes. Alors, c'est qu'on propose 3 manières d'enseigner les mathématiques en fonction, effectivement, qu'on soit plus intéressé vers les sciences humaines ou vers les aspects techniques, scientifiques techniques, ou les aspects plutôt des sciences pures. Or, ce n'est pas une simple distinction d'approche en didactique des maths qui sépare les séquences mathématiques. Il y a 2 des séquences mathématiques qui ouvrent à toutes les options au collégial, alors qu'il y en a une, sciences humaines, des lumières, qui va fermer les portes à tous les programmes en sciences de la nature. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas possible plus tard de faire des cours d'appoint pour récupérer ce qui a été manqué, mais c'est quand même, dès le secondaire 3, un choix important que doit faire le jeune, et on a toutes les raisons de se demander si ceux-ci sont bien accompagnés par rapport à une décision, un choix qui aura un impact sur leur orientation subséquente. On pourrait aussi penser que par rapport à ça, qu'on choisisse la séquence mathématique qui va offrir le plus de possibilités plus tard. Mais pour un élève qui aurait des difficultés en maths, on pourrait tenter de l'encourager à faire une séquence moins difficile pour qu'il y ait de meilleurs résultats et que dire peut-être que les résultats en retour vont aussi ouvrir. Donc, il y a réellement un calcul stratégique à faire. Et par rapport à ça,
on sait très bien, les recherches sociologiques ont bien montré que les élèves de milieux défavorisés tendent souvent à amplifier l'importance accordée au risque. Hein, ils vont peut-être faire des choix plus prudents que certains jeunes qui sont davantage poussés, encouragés par leur famille à prendre des risques et à aller faire des choix qui sont plus difficiles et qu'on espère seront plus payants pour la suite du parcours. Alors, dans nos recherches, on a vu le même type de logique se faire au collégial en choisissant un programme en sciences de la nature plutôt que les sciences humaines, en se disant que ça va ouvrir plus de portes éventuellement. Mais quand les résultats sont pas au rendez-vous, on se rend compte plus tard que finalement, les options que j'aurais souhaitées à l'université ne sont tout à coup plus possibles. Donc, il s'agit quand même de stratégies assez complexes et l'orientation a un rôle important pour aider à accompagner les jeunes à bien comprendre le contexte à l'intérieur duquel ils doivent faire des choix. Alors, quand on regarde, en dépit de ce que je dis, le système d'éducation québécois est relativement souple, surtout quand on se compare avec d'autres systèmes d'éducation. Ici, je vais donner l'exemple de la Suisse, par exemple, le canton de Vaud, où les élèves, dès l'âge de 12 ans, vont être classés dans des voies scolaires différenciées en fonction de leurs notes. Donc, à cette étape-là, les chercheurs en orientation en Suisse, ils disent, ça, c'est pas de l'orientation, c'est juste du classement. Alors, c'est les résultats scolaires, strictement. Ben oui, mais après ça, au bout de chacune des voies, là, il y aura des choix à faire, mais chaque voie ne conduit pas à tous les choix, forcément. Donc, dès 12 ans, l'élève est enligné dans une direction qui sera très déterminante aussi sur la suite des choses. Donc, c'est extrêmement important d'analyser la manière dont à la fois le système scolaire fonctionne et comment le dispositif d'orientation s'agence au système pour essayer d'ouvrir le plus de possibilités possibles pour tous les jeunes. À l'inverse, on pourrait dire que dans cette flexibilité, le Québec crée aussi certaines difficultés pour les jeunes en prolongeant peut-être inutilement la période d'indécision qui peut parfois passer du secondaire au collégial et par la suite, on continue à explorer tout au long des études universitaires. Peut-être que certains jeunes sont très bien appuyés, ils ont un bon filet de sûreté, les parents payent les études, on peut faire des interruptions, voyager. Alors que finalement, c'est pas tous les jeunes n'ont pas le luxe de faire cette phase de la vie auquel Arnett fait référence, là, qui est la phase de découverte identitaire à l'infini. Donc, les conséquences pour certaines personnes peuvent être donc un endettement qui peut être assez lourd de conséquences pour la suite du parcours à la vie adulte. Donc, j'ai presque plus de temps. Je vais vous montrer, je vais sauter une bonne partie, pour tout de suite vous montrer en quoi on pense que d'utiliser l'approche par les capacités de scène peut être utile pour analyser le dispositif d'orientation d'une manière pragmatique et contextuelle. Alors, essentiellement, bon, voilà. Alors, on sait que les ressources et les droits formels vont s'offrir à tout le monde. Je le disais tout à l'heure, si je prenais l'exemple des programmes particuliers au secondaire, alors le système scolaire met en place les ressources, tout le monde a le droit de choisir, il y a des services d'orientation qui sont mis en place dans les écoles, mais encore faut-il consulter, encore faut-il avoir recours aux services. Alors, d'où l'importance de prendre en compte les facteurs de conversion. Alors, c'est pas tout de mettre à disposition les services, encore faut-il que l'individu ait les moyens de se saisir des ressources qu'on met à sa disposition. Donc, s'il n'est pas informé des services qui s'offrent, s'il n'y a pas le temps, par exemple, je prenais l'exemple d'un élève allophone qui a des difficultés en français et qui pourrait peut-être bénéficier de perfectionnement linguistique, mais qui n'a pas le temps parce qu'il doit travailler pour soutenir la famille. Alors, toute une série de facteurs qui font en sorte que même si les ressources existent réellement, on n'a peut-être pas toujours des facteurs de conversion, en fait. Il y a toujours des facteurs de conversion, mais ils peuvent agir positivement ou négativement. Et donc, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir détecter les capacités réelles de l'individu. Donc, la liberté réelle que peut avoir l'individu de faire un choix. Et un choix ici qui serait un choix significatif à ses yeux. Donc, il ne s'agit pas au départ de déterminer que tout le monde devrait suivre une certaine voie bien précise, mais de s'assurer que tous les individus dans leur processus puissent être exposés déjà au départ à l'ensemble des possibles, et ce, en travaillant pour augmenter le plus possible leur capacité réelle. Alors c'est là que les dispositifs d'orientation pourraient, à mon avis,
S'ils peuvent contribuer à creuser les inégalités sociales, ils pourraient aussi être un levier qui pourrait permettre de conduire vers une plus grande justice sociale, d'accroître les capacités des individus à faire des choix significatifs. Mais pour ce faire, il faut réellement considérer en trame de fond tous les mécanismes de production des inégalités qui sont déjà construits au sein du système scolaire, ce qui n'est pas toujours évident quand on regarde la façon dont les chercheurs dans le champ de l'orientation et la manière dont les pratiques professionnelles en orientation sont construites. Alors, l'approche sociologique, elle est toujours un petit peu marginalisée par rapport à ça, et donc, c'est toujours un défi de s'assurer que ces facteurs-là soient pris en compte par les professionnels de l'orientation. Donc, dans le cadre de cette recherche internationale auquel je participe, on a mis ensemble une équipe interdisciplinaire, donc on a des psychologues, des gens qui sont beaucoup plus près des pratiques de l'orientation, des sociologues, et donc à travers ça, il y a toujours un peu cette confrontation positive finalement des perspectives pour s'assurer que les perspectives des uns et des autres puissent être prises en compte. Alors déjà, à ce stade-ci, on est à l'étape de valider un dispositif méthodologique pour la comparaison internationale, parce qu'il faut très bien reconstituer les contextes nationaux, comprendre un peu comment on peut accéder à des données comparables, sachant que les seuils, par exemple, les moments où on doit faire des choix d'orientation ne sont pas nécessairement les mêmes, comme avec l'exemple que je vous donnais pour le canton de Vaud. Donc, on espère qu'au cours des prochaines années, qu'on puisse recueillir des données et faire des analyses comparatives qui pourront nous permettre de voir comment on se situe aussi au Québec par rapport à d'autres contextes. Merci, Henri. Alors, je passe tout de suite.